Qu'est-ce que j'ai lu de vraiment bon dernièrement? Je sens que ça va un peu être l'update lecture du « oui, mais ». Vous êtes content de me revoir, hein? Hello mes petites bûches à la sardine et aux petits pois, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture sur la chaîne. Alors qu'on soit raccord tout de suite, je suis ravie de vous retrouver, mais par contre, les lectures dont je vais vous parler, c'est plutôt... Voilà. Il y a du pas mauvais, il y a du bon, il y a du peu mieux faire, il y a de la déception et il y a du no way. En gros, c'est un peu le cimetière des bonnes idées, c'est un peu les limbes des aurait pu être bien si et autres calamités littéraires, mais il y a quand même du pas mal, donc je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Bon, et histoire qu'on se mette pas tout de suite tous ensemble la tête dans une bassine d'eau bouillante pour noyer notre désespoir, je vous propose qu'on attaque avec l'une des belles surprises de ces dernières semaines, qui n'est nulle autre que Ciao Bella. C'est un roman écrit par Serena Giuliano et c'est publié aux éditions Cherche Midi. Dans ce roman contemporain, on va suivre Anna, une jeune femme de 28 ans qui est enceinte de son deuxième enfant et qui est bourrée jusqu'aux narines de phobies toutes plus variées et diverses les unes que les autres. Comme la naissance de son premier enfant ne s'était pas extrêmement bien déroulée, elle a décidé de se faire suivre par une psy pour se faire accompagner pendant cette seconde grossesse. Et ce livre est éminemment drôle, truculent, bien écrit, bien construit, avec des anecdotes véritablement tendres, touchantes, dans lesquelles chacun et chacune peut s'identifier. C'est vraiment un roman du quotidien, du tous les jours, du tout le monde, de monsieur et madame quiconque. Et j'ai pris vraiment un plaisir non dissimulé à suivre Anna dans sa thérapie, dans ses souvenirs de son Italie natale, dans ses réminiscences du passé avec sa relation plutôt compliquée avec son père, assez tumultueuse avec sa mère, la façon dont elle gère son couple au quotidien, son rôle de mère, le regard qu'elle porte aussi sur cette aventure folle qu'est la parentalité. Vraiment, c'est un roman extrêmement touchant, drôle et qui me rappelle beaucoup l'univers de Virginie Grimaldi. Et d'ailleurs, en fait, dans les notes de l'autrice, elle raconte sa grande amitié avec l'autrice. Donc du coup, ça ne m'étonne pas du tout que les deux s'entendent bien. C'est vraiment un roman feel good dans le sens pur du terme. Donc si vous cherchez une lecture sympathique, rafraîchissante, touchante et bien fichue, je vous la conseille sincèrement. C'est vrai que c'est plutôt agréable finalement les updates lecture comme ça, où on est cuicui les petits oiseaux, donc je vous propose qu'on reste un peu dans cette ambiance, mais je sens que ça va aller en déclinant. Soyez prévenus. Autre lecture plutôt très sympa du mois de novembre que je me suis calée dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit de The Wicked Deep, le roman écrit par Chi Earnshaw et publié chez Simon & Schuster dans sa version originale. Dans ce roman, on va suivre le petit village côtier de Sparrow qui, depuis 200 ans, est frappé d'une malédiction tous les mois de juin, puisque 2 siècles auparavant, les habitants se sont lancés dans une véritable chasse aux sorcières à l'encontre des Swan Sisters, donc 3 sœurs très belles qui tenaient une boutique de parfums dans la ville et qui ont attisé les foudres des femmes bafouées, puisque ces demoiselles étaient tellement charmantes qu'aucun homme ne résistait à leur charme. Elles ont donc été considérées comme des sorcières, ont donc été revêtues de toges, lestées de pierres et balancées dans le port. Charmant, non? Forcément, cet acte immonde va avoir des conséquences et du coup, chaque année, pendant le mois de juin, le village va être frappé par une malédiction puisque l'esprit des sœurs Swan va prendre possession de 3 filles dans le village et ces 3 filles ne vont avoir de cesse de vouloir noyer les jeunes garçons qui croisent leur route. De plus en plus fun. Alors vous ne m'en voudrez pas parce que l'héroïne, dont j'ai déjà oublié le prénom qui était au demeurant pourtant très sympa à suivre, vit toute seule avec sa maman sur l'île qui juxte le port de Sparrow, là où il y a le phare qui guide les navires, et sa maman est devenue un petit peu folle depuis que son père a disparu en pleine tempête un soir il y a de ça quelques années, et cette jeune fille du coup va nous permettre de vivre tout un solstice d'été, donc tout un mois de juin durant la malédiction de Sparrow, et c'était vraiment une ambiance très réussie. J'ai pris un plaisir immense à déambuler dans ce petit village côtier. La narration est fluide, l'écriture est somme toute très abordable. Je sais que ça a été traduit chez Rajo, mais si vous cherchez un roman VO pas trop compliqué, clairement vous pouvez vous lancer, le vocabulaire est hyper accessible.
Par contre, j'ai trouvé que tous les ressorts scénaristiques étaient déjà vus et revus. J'ai vu venir le truc, mais je crois que dès le chapitre 2, je savais le pourquoi du comment et comment ça allait se terminer. Mais pour autant, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les personnages, j'ai pris plaisir à suivre l'héroïne, à suivre ce garçon du coup qui a l'air de venir de nulle part avec ce flot de touristes qui vient assister à la débâcle du village. Et j'ai vraiment aimé les réflexions derrière sur le voyeurisme, sur la sorcellerie, sur la chasse aux sorcières, le féminisme, etc., etc. Mais pour autant, c'était pas révolutionnaire, c'était scénaristiquement convenu, donc je suis un peu mitigée, j'ai passé un bon moment, mais ça restera clairement pas dans les annales. Si on reste dans les lectures que j'avais prévues pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y a une autre petite déception, mais qui est un petit peu plus acide pour le coup, puisqu'il s'agit de L'une rêve, l'autre pas. C'est écrit par Nancy Kress et c'est publié aux éditions Helios. Dans ce tout petit livre que je peine à qualifier de roman et que je considère plutôt comme une novella, compte tenu de la longueur mais aussi de la construction narrative, on va suivre l'histoire de deux jumelles, l'une qui va être génétiquement modifiée pour ne plus avoir besoin de dormir par des parents qui sont très aisés et qui veulent le meilleur pour elle, et l'autre qui va du coup être conçue totalement naturellement de façon accidentelle en même temps que sa petite frangine. L'idée de départ d'analyser, de décortiquer quelle pourrait être notre vie si nous n'avions pas besoin de passer autant de temps à dormir m'interpellait vachement, et toutes les questions de bioéthique autour de la manipulation génétique des embryons étaient aussi très prometteuses. Et pour autant, en fait, j'ai trouvé le déroulé mais tellement chirurgical, tellement froid, tellement désincarné. On a des personnages auxquels on n'arrive ni à s'attacher, ni à s'identifier. On a en fait tout un discours qui est très scientifique, des dialogues qui sont tournés principalement autour de l'éthique, de la morale, ce qui en soi est assez pertinent et intéressant. Mais je trouve que c'est presque de la vulgarisation scientifique ou presque une novella philosophique plus que quelque chose de narratif, et du coup j'ai vraiment peiné à suivre ces personnages tous plus antipathiques les uns que les autres. Il n'y a aucune trame narrative, aucune avancée, aucun suspense, donc c'est compliqué pour un lecteur qui cherche un peu de divertissement au milieu de ces questions scientifico-éthiques. Voilà, c'est vraiment très déroutant. J'ai trouvé que il n'y avait pas grand chose à sauver. Pourtant j'en ai entendu des échos dithyrambiques et c'est ce qui m'avait attirée, et malheureusement la pilule a été très difficile à avaler. Je sens la bassine d'eau bouillante qui se rapproche, donc on va faire un petit ascenseur émotionnel avec une lecture qui pour le coup m'a totalement embarquée au moment d'Halloween et qui n'est nulle autre que Une cosmologie de monstres, écrit par Shona Mill et publié chez Albin Michel dans leur collection Imaginaire. Alors je ne vous le cache pas, ce bouquin, s'il m'a accompagné pendant toutes ces heures de train en direction de Montpellier, c'est grâce aux très bons conseils de Cornelius, donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle il en parle pour que vous puissiez aller jeter un œil. Et dans cette histoire, qui est très difficile à pitcher sans trop en dire, on va suivre l'histoire d'une famille depuis la rencontre des parents jusqu'à un certain stade très avancé, mais on va la suivre du coup sur des décennies. Et en gros, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça va nous plonger dans une ambiance qui mêle habilement vieux films d'horreur, récits de Lovecraft et le tout comme un roman d'ambiance écrit par Stephen King. Pour vous donner une idée, en gros c'est vraiment un récit sur la vie d'une famille avec un côté très creepy et un bestiaire, donc c'est vraiment un mélange de tout ça, et l'ambiance est délectable. C'était vraiment très bon de s'y perdre. En gros, les parents se rencontrent pendant que la mère est libraire et que lui traîne dans les étalages pour lire et relire et re-relire des livres de fantasy et d'horreur. Ils vont finir du coup par tomber amoureux, ils vont fonder une famille, et très rapidement il va y avoir des parties très surnaturelles et peu reluisantes qui vont venir comme ça émailler leur quotidien. Il y a aussi une histoire de folie familiale avec la mère du personnage masculin. Enfin bref, tout ça imbriqué, ça paraît très nébuleux quand je vous le dis, mais c'est parce que je ne veux pas trop vous en dire. Ça fonctionne à merveille. Le seul défaut de ce roman, c'est que malheureusement j'ai pas été très convaincue par la fin, parce que l'auteur est parti dans une direction, et je l'ai senti, et d'un côté je ne voulais pas, j'étais là non, reste par là, on est si bien, on est dans un roman de Stephen King version Shona Mill très réussi, reste là. Et non, il est parti dans une version un petit peu plus nébuleuse, un petit peu plus, j'en sais rien, je saurais pas comment vous le dire, mais en gros j'ai pas été
totalement convaincue par la morale de l'histoire, par le dénouement, par la mythologie du coup qui va prendre de plus en plus de place. J'aurais préféré qu'on reste dans un roman d'ambiance avec une touche de fantastique et ne pas sombrer totalement dans un côté hyper glauque. Mais bon, je pense que ça fera aussi merveille si vous aimez ça, si vous aimez Lovecraft, si vous aimez les romans un peu purulents, un peu comme une plaie à vif qui suppure avec des trucs pas très chouettes. Je pense que c'est vraiment une très très bonne lecture. C'est juste que la fin ne m'a pas correspondu, mais ça c'est très personnel. En tout cas, c'est une valeur sûre que je garderai dans ma bibliothèque et je pense que je me la relirai dans quelques années. Pour Halloween, c'était vraiment parfait. On enquille avec une lecture graphique dont j'attendais énormément puisque c'est le nouveau-né de Jen Wang à qui on doit l'extraordinaire Le Prince et la Couturière publié chez Akileos qui fait partie de mes favoris de l'année 2018. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo du classement en petit si ça vous intéresse. Ce dernier né, il s'agit de La tête dans les étoiles qui met en scène l'amitié extraordinaire entre Moon et Christine, deux petites filles que tout oppose, si ce n'est qu'elles évoluent dans la même communauté. Christine est une petite fille parfaite sous tout rapport, elle a de bonnes notes à l'école, elle a 40 000 activités extrascolaires, elle suit des cours de chinois dispensés par sa maman, elle fait de la musique, et de l'autre vous avez Moon qui est une petite fille un petit peu débraillée, qui vit avec sa maman célibataire, qui a assez peu de moyens et pourtant qui trouve la façon de s'exprimer pleinement en tant qu'individu. Elle est hyper solaire, elle n'hésite pas à être violente quand elle en ressent le besoin, et ces deux-là qui du coup n'avaient rien pour se plaire, eh bien vont se prendre d'amitié l'une pour l'autre et du coup ça va être leur histoire et c'était très 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 touchant. J'ai trouvé ce récit vraiment prenant, très intéressant sur la différence, sur le poids des attentes de nos parents, le poids de notre éducation, sur comment s'émanciper du schéma familial, de comment s'émanciper de ce que nos parents attendent de nous. C'était vraiment très touchant. Mais pour autant, j'ai pas retrouvé ce côté chatoyant, doudou, réconfortant qu'il y avait dans Le Prince et la Couturière. Et c'est peut-être notamment dû au fait que dans celui-ci, Jen Wang ne s'est pas occupée de la colorisation, donc on est sur des tonalités très pastel, assez passées, presque vintage, qui au demeurant sont fort jolies, mais pour autant on ne retrouve pas le côté extravagant des robes, des décors, tout ce qui avait pu vraiment frapper les yeux et l'imaginaire dans Le Prince et la Couturière. Et pour autant, c'est quand même une très belle bande dessinée que je vous recommande. Très émouvante et parfaite à offrir en cadeau de Noël. Puisqu'on est dans les lectures graphiques, je vous propose qu'on y reste avec un autre titre que vous pouvez tout à fait envisager d'offrir aux plus jeunes. Et il s'agit de Maléfice. C'est écrit par Elsa Bordier et illustré par Sanoé. C'est publié aux éditions Jungle et c'était vraiment une lecture très très chouette, même si... Dans cette histoire, on va suivre Michelle, une princesse qui n'a pas franchement de chance dans la mesure où elle est la cadette d'une fratrie qui n'a pas été frappée par le don de l'intelligence, dans la mesure où tour à tour, chacun de ses grands frères a été envoyé par leur père dans le royaume voisin pour épouser la princesse et sceller du coup l'union de ces deux peuples. Sauf que tour à tour, chacun va faire les plus mauvais choix possibles et ne jamais arriver à destination. Le roi, qui est totalement désespéré, va partir du principe que faute de grive, eh bien on mange des merles, et il va envoyer sa fille directement pour aller épouser la dite princesse. Donc Michelle va sortir de sa tour d'argent et partir en quête de sa promise, et de là va commencer toute une aventure dont je ne vous parlerai pas plus en détail, mais c'était vraiment un très 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 beau moment. Visuellement c'était absolument magnifique, j'ai beaucoup aimé les personnages, mais le seul reproche que je ferai à cette bande dessinée, c'est que quand vous lisez la 4e de couverture, vous vous attendez à quelque chose, à y trouver une romance femme-femme et sans trop vous en dire, à vrai dire, j'ai été un petit peu déçue de ce côté-là. Voilà, je n'en dis pas plus, mais quand même trigger warning, la 4e de couverture ne tient pas forcément toutes ses promesses. Et puisqu'on parle de livres qui ne tient pas toutes ses promesses, je vous jure que j'ai repoussé ce moment autant que j'ai pu, mais là il va falloir qu'on crève l'abcès. Mes chers amis, je suis au regret de vous présenter mon avis, sans spoil, sur
le quatrième et dernier tome de La Passe Miroir, qui n'est nul autre que La Tempête des Échos de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Est-ce que je peux laisser le livre comme ça et il te fait sa chronique lui-même, parce que j'assume difficilement les regards accusateurs, tristes et déçus, voire trahis que vous devez m'adresser à travers votre écran. Bon, je vais porter mes ovaires et vous dire droit dans les yeux ce que je retiens depuis plusieurs jours. Non, je n'ai pas aimé le quatrième et dernier tome de La Passe Miroir. Voilà, désolée. Comment vous dire? Vous savez à quel point j'ai adoré le premier et le deuxième tome de cette saga, à quel point ça a été de véritables coups de cœur que j'ai recommandé à tour de bras. J'ai converti moult personnes dans mon entourage à cet univers absolument incroyable et inégalable. Mais je vous en avais également parlé sur la chaîne dans une vidéo. J'avais été déçue par le troisième volume, que je trouvais scénaristiquement redondant par rapport au premier tome, mais en fait c'était un petit peu les mêmes éléments réchauffés sur une arche que je trouvais moi moins intéressante, avec des personnages moins fouillés, moins pertinents, moins attachants aussi, avec tout un panel de figures qu'on ne revoit plus. Et je m'étais dit, bon, potentiellement c'est moi qui en attendais trop, c'est peut-être les 2 ans d'attente, c'est peut-être le dépaysement qui fait que j'ai pas accroché, mais j'avais quand même de nombreux espoirs pour ce dernier tome. Quelle ne fut donc pas ma déception de voir que Christelle Dabos a poursuivi dans cette lignée avec ce quatrième opus que j'ai trouvé bordélique, brouillon, trop dense, dans lequel je me suis profondément ennuyée, dans lequel j'ai encore une fois retrouvé des éléments scénaristiques des 3 premiers tomes à la réchauffer. On nous promet des réponses qui tardent et qui tardent et qui tardent et qui, au demeurant, en tout cas à mes yeux, sont un petit peu pataudes, sont trop rapidement expédiées, ne sont pas forcément cohérentes avec tous les éléments qu'on a eu depuis le premier tome. Il y a encore une fois des personnages qu'on ne voit pas suffisamment, ou alors on les aperçoit et finalement on aurait mieux fait de ne pas, et je m'attendais à une narration croisée qu'on n'a finalement pas. Bref, ça a été déception sur déception. J'ai lu d'autres bouquins entre celui-ci parce que je m'ennuyais ferme, il n'y avait pas d'enjeu, et pourtant on nous promet de grosses révélations et une intrigue, et ça patine, et ça patine, et ça patine, et du coup j'ai pas du tout réussi à m'attacher aux personnages, j'ai pas réussi à avoir peur pour eux, j'ai pas réussi à m'investir émotionnellement, et du coup cette fin m'a laissé totalement de marbre. Et quand j'ai poussé un appel au secours sur Instagram pour avoir l'avis d'autres lecteurs, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à être très mitigée sur ce quatrième tome, et pour autant j'ai eu des personnes qui ont interprété mon appel au secours comme un besoin d'exprimer un deuil de cette saga, et malheureusement non. Moi j'ai décroché au tome 3 et ce tome 4 finit d'enterrer mes espoirs. Donc je resterai profondément attachée à cet univers, mais je ne garderai en tête que le premier et le deuxième tome. Je suis tellement atterrée, et c'est tellement des propos graves, on a l'impression que j'enterre mon premier amour, ou j'enterre quelqu'un, mon chat, je sais pas. Et je suis désolée parce que c'était un ton tellement mélodramatique que je sais pas comment conclure cette vidéo, à part vous dire que je suis navrée pour tous les fans de la série, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et pour le reste, j'espère que vous aurez quand même pu piocher quelques petites idées de lecture par-ci par-là, que cette vidéo vous aura malgré tout plus convaincue. N'hésitez pas comme toujours à venir discuter avec moi dans les commentaires, je vous attends. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!